Bonjour, je pense que nous pouvons débuter désormais. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Cyril Hamel, pronom il, et je suis responsable de la levée de fonds à Égide, qui est l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité. C'est moi qui ai le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir en premier dans ce webinaire international consacré aux communautés LGBTQI francophones et aux défis liés au financement. Hello and welcome everyone. My name is Cyril Hamel. I am the head of fundraising for EGID, the International Francophone Alliance for Equality and Diversities. I am thrilled to welcome you to this international webinar dedicated to French-speaking LGBTQI communities and the challenges of funding. Alors, avant de commencer notre webinaire, je souhaite partager quelques petites informations d'accessibilité avec vous. Ce webinaire se déroulera à la fois en langue française et en langue anglaise. Grâce au soutien d'ISDAO, nous disposons d'interprétations simultanées dans les deux langues, en anglais et en français, et également d'un sous-titrage en français uniquement. Before we start the program, I want to share some access information with you. This webinar will be both in English and French languages. Thanks to ISDAO's support, we have simultaneous interpretation available in English and French, and I will now share instructions for accessing that service. Je vais tout d'abord vous donner des instructions en français pour avoir accès à l'interprétation en français. C'est tout simple, vous avez, je pense, l'habitude, il suffit de cliquer sur l'icône ou l'émoticône du globe, du monde, qui s'affiche en bas de votre écran. Vous cliquez sur le globe, ensuite vous cliquez sur la langue que vous souhaitez écouter, soit anglais, soit français, et nous ne recommandons pas de couper l'audio original. I will now give the instruction in English on how to listen to the English interpretation. Click on the globe at the bottom of your screen. Click on the language you would like to listen to, English or French. And we do not recommend that you mute original audio. Don't do that. Pour le sous-titrage qui est disponible uniquement en français, vous pouvez aller sur Show Captions ou alors vous allez sur More ou Plus ou Paramètres, Sous-titres ou Caption, and Show Caption ou Montrer les sous-titres. Enfin, si vous avez des questions, veuillez utiliser la fonction Q&A, questions-réponses, QR du Zoom, et nos intervenantes, ainsi que moi-même, nous ferons un plaisir de vous répondre en seconde partie de ce webinaire. Je pense que maintenant, tout le monde peut nous entendre dans les deux langues, en français et en anglais. Vous l'aurez compris, je suis plus à l'aise en français, donc pour ma part, ce sera en français. Ce webinaire vous est donc présenté par notre alliance, Égide, et nous sommes en collaboration étroite avec un beau partenaire qui est le Global Philanthropy Project, qui co-organise ce webinaire à nos côtés. Ensemble, nous souhaitons aujourd'hui vous dévoiler publiquement notre nouveau rapport conjoint, le rapport sur les ressources mondiales, une perspective francophone. Ce rapport a déjà été présenté en réalité au cours de l'année lors d'événements internationaux et ouverts, comme par exemple à Panafrica ILGA ou à ILGA Europe à Ljubljana récemment encore, ou lors d'événements internationaux de conférences-discussions que nous avons organisées, comme pour le 17 mai dernier, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, nous avons un gros programme, comme vous pouvez le voir à votre écran sur le PowerPoint qui s'affiche aujourd'hui. Une première partie sera les mots de bienvenue traditionnels, on y reviendra, mais ensuite on s'attachera vraiment à la genèse du rapport qui consiste au rapport sur les ressources mondiales, une étude mondiale. Puis après, avant d'aborder les thématiques spécifiquement francophones qui nous réunissent et nous rassemblent aujourd'hui. Ensuite, nous aurons la charge de vous présenter quelques recommandations, notamment au milieu philanthropique, avant de suivre une grande séance de questions-réponses avec vous, le public. Ça, c'est pour l'agenda. Et comme je l'ai dit, nous pouvons commencer par le début. Ce sont les traditionnels mots d'ouverture. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Hélène Drainville, qui est sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales de la francophonie du Québec, un partenaire essentiel d'Égide. Je vous laisse la parole, Madame Drainville. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'entrée de jeu à saluer Égide et ses partenaires de la Global Philanthropy Project et de la ISDAO. Je vous remercie de m'avoir invité à l'occasion du dévoilement de cette perspective francophone du rapport sur les ressources mondiales. Ce rapport constitue un travail de recherche remarquable et un outil révélateur des besoins criants qui émanent des communautés francophones en termes de financement
dédié aux initiatives en faveur des droits fondamentaux des personnes LGBTQ+. Le gouvernement du Québec estime d'emblée que l'accès à des ressources en français pour les communautés LGBTQ+ du monde entier est important et nécessaire. J'ai été personnellement secouée à la lecture de certaines statistiques révélées dans le rapport. Entre autres, qu'entre 2013 et 2020, seulement 1% de l'enveloppe mondiale dédiée au mouvement LGBTQ+ ait bénéficié au territoire francophone. Ça nous apparaît très peu. Ce chiffre est d'autant plus frappant que lorsque nous effectuons le décompte suivant, sur les 63 juridictions qui criminalisent dans leurs lois ou dans les faits l'activité sexuelle privée et consensuelle entre personnes de même sexe, 12 pays ont le français comme langue officielle. À cela s'ajoute le recul de droits fondamentaux et la recrudescence de mouvements haineux et homophobes que nous observons un peu partout dans le monde présentement. Dans ce contexte amer, les personnes LGBTQ+ francophones ont besoin d'avoir accès à de la documentation dans leur langue et à des financements dirigés vers leur communauté. Sur la scène internationale, les milieux de soutien et de mobilisation LGBTQ+ évoluent principalement en anglais, ce qui constitue un obstacle aux personnes et aux organisations locutrices du français. En plus de faire face à des contextes juridiques parfois difficiles et à des actes de discrimination, les francophones de la diversité sexuelle et de genre sont également confrontés à la barrière de la langue dans plusieurs sphères de reconnaissance et d'avancement de leurs droits. Cette situation accentue la vulnérabilité et l'isolement de ces communautés. Le Québec, une société francophone qui se veut tolérante, ouverte et accueillante, est engagée depuis plus de 45 ans à lutter contre l'homophobie et la transphobie et à reconnaître, protéger et promouvoir les droits des personnes LGBTQ+. En 1977, il est devenu le premier gouvernement en Amérique du Nord à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Depuis 2002, soit 3 ans avant le Canada, nous reconnaissons également le droit à l'union civile aux conjoints de même sexe. En 2020, le gouvernement du Québec a adopté une loi visant à contrer les thérapies de conversion, statuant que ces thérapies sont nocives et dangereuses pour les victimes et qu'elles portent atteinte aux droits et à l'intégrité et à la dignité de la personne. Malgré ces avancées importantes, les défis sont encore nombreux et des progrès restent à faire, tant chez nous qu'ailleurs dans le monde. En 2018, le gouvernement du Québec a ainsi pris la décision de soutenir la création du réseau réputé qui est aujourd'hui devenu Égide. En 2026, le gouvernement du Québec aura investi plus de 6,4 millions de dollars pour appuyer la mission d'Égide, pour accompagner cette alliance à gagner en force et en autonomie et pour ainsi faire bénéficier ses membres sur le terrain d'un appui en français. Ce soutien financier substantiel fait du Québec l'un des principaux bailleurs de fonds au service des mouvements LGBTQ+ francophones. Nous en sommes très fiers. Je me réjouis à plus forte raison encore de découvrir aujourd'hui le fruit d'un ambitieux projet. Celui-ci, je l'espère, fera prendre conscience aux bailleurs publics comme privés de l'importance d'investir dans des initiatives de protection et de promotion des droits LGBTQ+ en français, comme celle que porte Égide et plusieurs autres personnes ou groupes dans l'espace francophone. J'en profite d'ailleurs pour féliciter chaleureusement l'organisation, son secrétariat,
son conseil d'administration, ses membres et ses partenaires pour le travail colossal accompli en seulement quelques années. Je salue également la Global Philanthropy Project et la ISDAO pour leur contribution à cette perspective francophone du rapport sur les ressources mondiales. Le gouvernement du Québec poursuivra ses efforts pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les communautés LGBTQ+, et pour faire la promotion active de leurs droits. La lutte pour la reconnaissance des droits de toutes et de tous est aussi une responsabilité sociale et collective. Continuons de travailler main dans la main pour bâtir une société plus juste, plus égalitaire et plus inclusive. Je vous remercie. Un grand merci, Madame Drainville, pour vos beaux mots d'encouragement et aussi et surtout pour être aux côtés d'Égide depuis le premier jour. À ce sujet, je souhaiterais maintenant laisser la parole à Olivia Chola et à Laurent Brault, qui sont toutes deux à la coprésidence d'Égide. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire international. Moi, c'est Olivia Chola et je serai avec mon coprésident Laurent. Nous sommes très honorés de collaborer aujourd'hui avec le Global Philanthropic Project pour le lancement de l'édition spéciale francophone de cet outil incontournable qu'est devenu le rapport sur les ressources mondiales. Nous tenons aussi à remercier Madame Hélène Drainville, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, pour son mot d'ouverture aujourd'hui. Nous en profitons pour souligner l'appui technique et financier du gouvernement du Québec qui a rendu possible la production de ce rapport entièrement sur la francophonie et rend le travail d'Égide chaque jour possible. Égide est une alliance d'organisations de la société civile LGBTQI à travers le monde francophone. Aujourd'hui, nous sommes un réseau fort de 200 organisations membres dans 33 pays et territoires de la francophonie mondiale, représentant des milliers d'activistes engagés au quotidien. Depuis la création en 2019, Égide œuvre à créer des espaces de mobilisation pour les activistes francophones et à assurer un meilleur accès à des ressources techniques et financières à travers le monde francophone. L'idée d'une collaboration avec le GPP pour produire une édition spéciale consacrée à la francophonie a germé l'an passé. Après notre beau partenariat pour la traduction en français du rapport sur les ressources mondiales, cette édition s'inscrit directement au cœur de la mission d'Égide, car nous sommes particulièrement fiers. Surtout, ce rapport résulte d'une vague de questionnements grandissantes dont nous ont fait régulièrement part nos membres francophones. Quelle région, quelle partie de la communauté ou encore quelles activités sont réellement soutenues par les financeurs internationaux? Vous le verrez, les résultats présentés dans cette édition spéciale sont pour le moins révélateurs. Les défis rencontrés par les communautés LGBTQI internationales, tels que le rétrécissement des espaces civiques, les attaques violentes contre les militants et les militantes, ou encore la montée des mouvements anti-genre, sont particulièrement présents en francophonie mondiale. Cependant, les besoins spécifiques de nos communautés demeurent encore parfois méconnus par les bailleurs de fonds internationaux. Ce constat est révélé par les analyses des financements et notamment un chiffre, comme le mentionnait d'ailleurs Mme Drainville, 1%. Ce 1% représente la part des ressources financières mondiales dédiées aux enjeux internationaux LGBTQI dirigées vers les pays francophones pour la période 2013
et 2020. Cependant, cette nouvelle étude nous fournit également des signes positifs que la situation évolue dans la bonne direction, des signes que nous devons prendre comme des encouragements à poursuivre nos efforts de mobilisation. Car oui, nos organisations doivent avoir accès aux ressources nécessaires dont elles ont besoin pour accomplir leur travail de défense des droits humains. Enfin, comme notre webinaire le mettra en lumière, la francophonie et les mouvements LGBTQI francophones sont composés en majorité d'organisations jeunes qui font preuve d'une résilience et d'un dynamisme qui forcent l'admiration malgré les difficultés de financement. C'est d'ailleurs la raison d'être d'Égide, rassembler, mobiliser, visibiliser les voix francophones qui luttent pour les droits des communautés LGBTQI à travers le monde. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. On remercie également tous les partenaires du rapport. On vous encourage à partager le rapport dans vos réseaux. Et moi et Olivia, on vous souhaite une excellente discussion. Bonne journée tout le monde. Un grand merci, Laurent et Olivia, pour votre discours d'ouverture aussi. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet de la philanthropie LGBT qui nous rassemble aujourd'hui, avec nos trois panélistes hors pair. Je vais peut-être vous les citer, les laisser vous saluer, ce sera plus sympathique. Je vais en premier appeler Ezra Népon du Global Philanthropy Project. Ezra, si tu veux dire quelques mots. Bon, je peux sinon appeler la deuxième Hi panéliste. all, Ah, I'm ok. Ezra. I'm with the Global Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ezra et je travaille avec le Global Philanthropy Project. Et donc, je vais parler dans quelques minutes, donc je vais donner la parole à la personne suivante. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Caroline, je suis la directrice exécutive de l'ISDAO, Initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest. ISDAO est un fonds activiste en Afrique de l'Ouest, travaillant dans 9 pays de la sous-région pour une Afrique de l'Ouest plus juste et plus inclusive. Et parmi les pays dans lesquels nous travaillons, 6 sont des pays francophones. Donc, cette recherche et cette discussion sont très importantes pour nous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous et puis on va se parler tout à l'heure. Merci. Merci, Caroline. Et le troisième panéliste qui est Star Rigori de Moli. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Moi, c'est Star Lugori. Je suis du Burundi. Je travaille avec Moli, qui est une organisation basée au Burundi, mais avec des programmes euh, qui sont en cours dans 5 pays de l'Afrique du Centre. Le Burundi, le Rwanda, et la RDC et le Congo, et bientôt le Gabon. Et je serais très content de partager avec vous le rapport. Merci. Merci, Star. Eh ben, je propose de commencer tout de suite en laissant la parole à Ezra pour la première partie du webinaire. Thank you, Cyril. Merci, Cyril. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Ezra Népon. Je représente le Global Philanthropy Project ou la GPP, qui est une collaboration de 23 organisations subventionnaires qui inclut l'ISDAO, qui travaille pour étendre l'appui philanthropique dans le sud, dans le sud global. Et donc ici, vous avez les logos de tous les membres qui forment, qui constituent cette coalition. Tous les 2 ans, le GPP produit le rapport sur les ressources mondiales, qui est le rapport le plus complet sur l'état de financement du mouvement LGBTQ+. Donc, nous avons déboursé 15 800 subventions à des centaines d'organisations et ce rapport le plus récent suit l'évolution de ce qui s'est passé entre 2020 et 2022.
Il y a beaucoup de personnes qui participent à ce séminaire, à ce webinaire. Donc, quel est votre degré de familiarité avec ce rapport? Nous allons partager un sondage ici auquel on vous demandera de répondre. Si vous l'utilisez, est-ce que vous êtes un bailleur de fonds? Est-ce que vous l'utilisez dans d'autres contextes de plaidoyer ou est-ce que vous découvrez ce rapport? Je ne sais pas si si le sondage s'affiche, mais le temps qu'on le fasse, donc, on vous demandera de nous dire ici, de nous faire un retour sur cela. Quel est votre degré de familiarité avec ce rapport? Maybe I'll just go on with talking about what the Global Resources Report is. Here we go. Great. OK, So parfait. Ça while you s'affiche all fill out maintenant. this report, I'll share a little more about Pendant que vous allez this remplir report. ce sondage, je vais vous en dire un peu This plus report sur tracks le rapport des ressources mondiales. Donc, ce rapport suit en fait le financement des organisations LGBTQI et donc s'intéresse aux stratégies qu'utilisent ces organisations ainsi que les bailleurs qui appuient ces mouvements. Nous sommes en train de travailler sur déjà le prochain rapport qui va présenter les 10 dernières années de travail qui a été fait. Le rapport que nous allons présenter aujourd'hui se penche spécifiquement au sous-groupe du financement des organisations LGBTQI dans les pays francophones. Et ces informations seront partagées dans la discussion. Alors, j'aimerais vous faire donner un petit contexte pour la méthodologie qui a été utilisée. Et donc, c'est peut-être la diapo précédente qu'il faudrait montrer. Donc, pour que vous compreniez ce qui est répété dans les statistiques, dans le rapport, nous nous intéressons uniquement aux communautés LGBTQI. Donc, par exemple, une subvention féministe qui serait inclusive, qui inclurait des lesbiennes ou des femmes trans ne serait pas prise en compte. En ce qui concerne les engagements pluriannuels, nous nous intéressons à l'année d'octroi de la subvention et nous présentons toutes les statistiques, tous les chiffres en dollars américains. Et bien que nous faisons des rapports sur les appuis des gouvernements, ça ne porte pas sur les appuis gouvernementaux domestiques. On s'intéresse uniquement aux appuis gouvernementaux externes. Donc, je regarde les participants et les participantes au sondage et je pense que presque environ 3/4 des personnes qui ont répondu découvrent en fait ce rapport, ce qui est vraiment ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme parce que ça nous permet d'introduire des ressources francophones et ça nous permet d'atteindre de nouvelles personnes avec cet outil qui pourrait être très utile dans votre plaidoyer pour pouvoir avoir accès à plus de financement. Donc, nous sommes vraiment contents et contentes de pouvoir vous présenter ce rapport. Je vous ferai une synthèse de ce rapport et après, d'autres panélistes interviendront. Comme de nombreuses personnes l'ont mentionné déjà, donc ce rapport montre que 1% seulement du financement mondial LGBTI est axé sur les territoires francophones, ce qui représente environ 27 millions de dollars. Ça paraît être une somme énorme, mais il faut savoir que ces financements sont répartis sur 24 pays
Et ces fonds sont fournis par 84 fondations, sociétés, ONG intermédiaires, ainsi que 10 subventionnaires gouvernementaux et multilatéraux. Et nous allons voir comment est-ce que ces subventions ont été octroyées en se basant sur la géographie et aussi sur le type euh, de bailleurs de fonds. Si nous regardons la diapositive suivante, on a une idée du nombre de pays qui bénéficient de ces ressources. Donc, il y a de nombreux pays francophones qui sont exclus du rapport parce que nous n'avons pas reçu de rapport de leur part ou de rapport concernant ces pays en termes de subventions destinées aux communautés LGBTI. Et donc, vous pouvez voir cela sur l'écran. Donc, nous savons que identifier des pays comme étant francophones fait plus référence à l'usage qui est fait de la langue, en sachant que le français est un héritage colonial dans bon nombre de ces pays. À gauche, vous verrez qu'il y a 6%, c'est 6% de la population mondiale qui est francophone, avec avec plus de 500 millions de personnes. Je vais maintenant donner la parole à Star. Merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu nous entends? Oui, j'ai des problèmes avec ma connexion, mais Pas de problème. OK, parfait. Nous te voyons et t'entendons bien, en tout cas. OK, parfait. Je peux avoir le slide, s'il vous plaît? Oui, un tout petit souci technique est en train d'être résolu. Ça arrive. C'est là. OK. OK. OK, parfait. Donc, comme ça a été présenté, euh, nous avons qui représente le montant total des financements axés sur les territoires francophones du Sud et global de l'Est. Les problèmes, la situation qu'on a vue sur le financement, en général, ressources de 3 millions de dollars à 11 millions entre 2013 et 2014 et de 2019 à 2020 avec 2019 et 2020. Cette tendance se reflète dans le nombre de subventions axées sur les territoires francophones avec une augmentation plus marquée en 2019-2020, doublant ainsi le nombre de subventions de 230 à 468. Les financements axés sur les territoires francophones du Sud, global de l'Est, augmentent plus rapidement que ceux axés sur le Nord global. Mais il y a une cohorte de pays du Nord global bien moins importante inclus dans cette étude. Ces augmentations reflètent également l'émergence de fonds axés sur les nouveaux territoires francophones, incluant plusieurs agences gouvernementales et multilatérales et des intermédiaires tels que EGID ou ISDAO, un fonds LGBTQI axé sur l'Afrique de l'Ouest. Et ces changements
et engagement nouveau ou accru de la part des subventionnaires en matière de plaidoyer et de mobilisation des subventionnaires, dont notamment ceux du GPP, des GIDE et de nos membres et partenaires. Je vais laisser la partie suivante à Caroline. Okay. Merci Star, merci aussi à Ezra pour avoir donné ce contexte. Moi, je vais parler un peu plus de la comparaison. On a déjà entendu que 1% du financement global est perçu par les organisations dans les pays et territoires francophones. Je vais parler un peu plus de cette donnée, parler aussi des questions de la répartition régionale et aussi des questions des bailleurs de fonds qui octroient ces subventions. Bon, pour commencer, comme on l'a déjà entendu, il y a une grande différence entre le monde francophone, les pays et les territoires francophones et les pays et territoires non francophones. Donc, quand on regarde le montant total des financements pendant cette période, on reconnaît que 1% est perçu par les organisations, par les pays et territoires francophones. Mais même si on enlève les États-Unis, ce qui comprend à peu près, ça prend à peu près 50% de ce montant, on voit que les pourcentages, la part pour les pays et territoires francophones, c'est toujours très petit. On voit une augmentation. Donc, en 2013-2014, les territoires francophones avaient 1,9% de ce montant global et puis ça a augmenté à 4,4%. Quand on regarde les pays et territoires francophones du Sud global et de l'Est, on voit une augmentation, passant de 1,1% en 2013-2014 du montant global à 3,8% en 2019-2020. Cependant, quand on regarde les territoires francophones du Nord global, on voit que ça a baissé. Les chiffres ont diminué avec 0,8% en 2013-2014 contre 0,7% en 2019-2020. Diapo suivant, s'il vous plaît. Oh non, c'est toujours la même diapo. Pardon. Mais c'est aussi important de noter que cette différence, ce n'est pas seulement au niveau global, c'est même au niveau du montant des subventions. Donc, quand on regarde, par exemple, la subvention moyenne, la taille moyenne de subvention pour les pays et territoires francophones et non francophones, il y a une grande différence. Donc, le montant moyen de subventions axées sur les territoires francophones reste toujours comparativement faible. Donc, on prend par exemple l'année 2020, où les subventions dans les territoires non francophones, la taille moyenne, c'était 46 000 $ américains, comparé à la taille moyenne dans les pays et territoires francophones qui était de 22 000, environ 22 000 $. Donc, on voit une très grande différence entre les deux. Prochaine diapo. Ouais, OK. Donc, si on veut regarder ces chiffres, OK, on a parlé des chiffres de manière globale, on veut regarder un peu les informations au niveau régional, perspective régionale. C'est important de noter qu'il y a une différence. Quand on regarde la répartition par région, la région du Moyen-Orient et celle de l'Afrique du Nord, ainsi que la région de l'Afrique subsaharienne, prend une grande partie du financement des subventions pour les pays et les territoires francophones. Donc, Moyen-Orient et Afrique du Nord, 3,3 millions de $, pour 114 subventions pendant la période 2019-2020 et l'Afrique subsaharienne, 5,7 millions de $ pour 226 subventions pendant la même période. C'est important de noter que, comme vous voyez sur la présentation, en général, de manière générale, les subventions ont augmenté. Il y a une évolution positive quand il s'agit des financements, le niveau global de financement sur les territoires francophones. Ça a fortement progressé au cours de ces 8 dernières années. Mais il y a toujours cette question de répartition régionale. Et
comme je l'ai dit, ces deux régions, la région du Moyen-Orient et celle de l'Afrique du Nord, ainsi que l'Afrique subsaharienne, comprend la plus grande partie de ce montant, donc représente 72% du montant total des financements. C'est aussi quand même important de noter que ces deux régions aussi comprennent la plus grande partie des pays et territoires francophones du monde. Prochaine diapo. Donc, maintenant, allons de la sous-région au niveau pays. Quand on regarde les données, il y a une grande différence au niveau pays. Il y a certains pays et territoires qui ont bénéficié d'une plus grande partie de financement dans cette période, donc entre 2013 et 2020. On voit qu'il y a 5 pays qui ont reçu la plus grande partie de subventions. Il s'agit du Liban, du Canada, du Cameroun, de la Tunisie et de l'Haïti. Et au cours de ces 2 dernières périodes de ce rapport, il y a quand même de nombreux pays qui ont connu une augmentation importante. Donc, c'est aussi important, je pense, comme certaines autres personnes l'ont dit, c'est important de souligner quand même le progrès. Et on voit, par exemple, une augmentation importante des subventions pour le Bénin, Maurice, le Maroc, la Suisse. Et pour ces pays, on voit que le montant total de financement, bien que ça demeure faible, bien qu'il y ait une augmentation, ça demeure toujours faible, mais c'est quand même plus élevé que les années précédentes. Je pense que c'est important de souligner qu'en 2013-2014, quand on regarde, il y avait beaucoup de pays, un plus grand nombre de pays francophones qui n'étaient pas représentés dans le rapport. Donc, effectivement, où il n'y avait aucun financement qui était noté pour ces pays, alors que ça a changé. Donc, on voit du progrès où il y a plus de pays qui reçoivent le financement, bien que ce financement soit assez faible. Prochaine diapo. Maintenant, quand il s'agit de bailleurs de fonds, de subventionnaires, il y a les différents types. Il y a des différents types de bailleurs qui ont contribué aussi à cette recherche et qui contribuent à l'écosystème du financement. Et je pense que c'est important de non seulement parler des chiffres, mais c'est aussi un peu expliquer quels sont ces différents types de bailleurs. Donc, nous avons, par exemple, les bailleurs gouvernementaux, je pense qu'on les connaît, dont certains bailleurs comme le gouvernement du Canada qui est ici présent, le gouvernement des Pays-Bas, le gouvernement de France, etc. Donc, ça, c'est un type de bailleur ou de subventionnaire. Nous avons des sociétés, donc des sociétés privées qui ont des axes ou des volets philanthropiques qui appuient aussi les communautés LGBTQI. Nous avons des ONG intermédiaires. Je pense que Astal avait déjà parlé de certains exemples, des ONG intermédiaires comme ISDAO, comme Égide, qui jouent un rôle aussi dans cet octroi de subventions, cet appui au mouvement LGBTQI au niveau mondial. Et aussi, il y a des fondations. Et c'est important aussi d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire fondation publique, fondation privée. Donc, fondation privée, c'est par exemple des fondations qui ont leurs propres sources de financement. Donc, ne font pas la mobilisation de ressources pour octroyer les subventions. Donc, on peut prendre par exemple Gates Foundation ou bien la Fondation Ford sont des exemples. Alors que les fondations publiques sont plus comme Astrea Fund, d'autres fonds qui doivent mobiliser leurs ressources dans le grand public, donc des différentes sources de financement. Quand on regarde en général, tout cet écosystème, on voit que la plus grande partie du financement pour les communautés LGBTQI dans les pays et territoires francophones viennent des fondations publiques et fondations privées, prennent la plus grande partie. Donc, on voit aussi que les organisations, les ONG intermédiaires jouent un rôle de plus en plus important. Donc, 52% de ce total de financement pour les pays et territoires francophones venait des fondations publiques et privées et à peu près 20% en 2019-2020 venaient des ONG intermédiaires. Prochaine diapo.
Quand il s'agit des subventionnaires les plus importants, et quand je dis les plus importants, ça ne veut pas dire que ce sont les subventionnaires, les bailleurs les plus importants dans nos contextes, mais on dit les plus importants quand il s'agit du niveau de financement qui est reflété ici dans cette recherche. Comme vous voyez, pour les 5 bailleurs ou subventionnaires principaux, c'est mixte. Ce n'est pas un seul type de bailleur. Donc, nous avons, par exemple, le gouvernement des Pays-Bas, qui est le plus grand subventionnaire des pays et territoires francophones. Nous avons l'Union européenne. MacAid France, ici, c'est un exemple de société qui appuie le mouvement. Open Society Foundations, COC Netherlands sont parmi les top bailleurs qui appuyaient le mouvement en 2013 et 2020. Je pense que c'est aussi important de souligner que, bon, déjà, la liste des top, les 20 top bailleurs subventionnaires sont dans le rapport. On a voulu juste faire des extraits de certaines informations, mais c'est aussi important de souligner que la majorité de ces subventionnaires ne sont pas basés ou ne sont pas basés dans des pays francophones. Donc, parmi les 20 top bailleurs subventionnaires, seulement trois sont eux-mêmes dans des zones francophones ou dans des pays francophones. On reconnaît aussi que bien qu'il y a 94 subventionnaires qui ont contribué à cette recherche, qui contribuent au mouvement LGBTQI dans les pays et territoires francophones, la plus grande partie du financement vient des 20. Donc, 72% du financement total axé sur les territoires francophones viennent de ces 20 top bailleurs. Donc, c'est aussi quelque chose d'important à souligner. Et aussi, ces informations sur les principaux bailleurs ou donateurs gouvernementaux. Vous voyez la liste avec le Pays-Bas en tête. Le gouvernement donateur francophone le plus important est le Canada. Merci au Canada, merci au gouvernement du Canada. Le gouvernement donateur non francophone le plus important est le Pays-Bas. Et voici un peu les détails des gouvernements. Je pense, avant de donner la parole à Star pour continuer, c'est aussi important de souligner que ce rapport est aussi compréhensif que possible. Mais ça dépend des contributions et des soumissions des bailleurs, des donateurs. Donc, on reconnaît qu'il y a certains donateurs qui ne sont pas pleinement représentés dans ces informations. Par exemple, le gouvernement américain n'a pas soumis ces données pour ce dernier rapport, donc 2019-2020. Donc, c'est pourquoi on ne voit pas ces informations reflétées dans ce rapport. Le gouvernement français, bien que le gouvernement français a contribué au rapport qui est en cours d'élaboration actuelle, le gouvernement français n'a pas soumis ces données pour 2019-2020. Donc, ces informations ne sont pas complètement reflétées de ce gouvernement. Donc, c'est aussi pour noter que bien que ceci soit le rapport le plus compréhensif sur l'état de financement actuel pour les communautés dans les pays et territoires francophones, ce n'est pas aussi compréhensif que possible. Et au fur et à mesure, on veut s'assurer qu'il y a plus de bailleurs qui contribuent à ce rapport. Je donne la parole à Star. Je ne sais pas si Star nous entend, si Star est toujours connecté. Je pense qu'on va attendre excusez-moi, j'interviens. Je pense qu'on va attendre quelques petites secondes que Star nous rejoigne. Il rencontre en effet quelques petits soucis techniques. Quelques secondes de patience. Oui, je pense que c'est mon tour. Oui, merci beaucoup, Caroline, pour la présentation. Et là, au fait, je vais couvrir les populations cibles
Et de même que le rapport, pour le rapport sur les ressources mondiales dans sa globalité, la catégorie générale de l'orientation sexuelle LGBTQ a capté la plus grande majorité des financements, 72% en 2019 à 2020. Alors, la part des financements axés sur les femmes lesbiennes, bi, queer a augmenté dans la durée, passant de 3% en 2013 de 2013 à 2014 à 11% en 2019, la période 2019 et 2020. Et les financements axés sur les hommes gays, bi, queer et les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes souvent appelés LGBTQ, ont considérablement diminué, passant de 35% en 2013 à 2014 à seulement 10% en 2019 à 2020. Alors, les financements axés sur les personnes, les populations intersexes ont augmenté dans la durée, passant de 0 à 2% du total. Mais en même temps, attention, hein, sur les 8 années de la période 2013-2020, cela ne représente qu'un total d'environ 316 000 $. Et les financements axés sur les populations trans ont diminué, passant de 6 à 5% du total. Vous comprenez bien sûr que c'est vraiment important qu'on puisse améliorer la distribution des ressources que nous avons à toutes nos communautés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, parlons des financements axés sur les territoires francophones et les enjeux secondaires, mais aussi primaires. Nous voyons que l'enjeu secondaire de droits humains généraux représente 48% du montant total des financements, à l'image des tendances globales observées dans le rapport sur les ressources mondiales. En même temps, le VIH-Sida arrive, lui, second parmi les enjeux secondaires avec 16% du total. Cet enjeu, par ailleurs, des montants de subventions généralement plus importants. Nous constatons qu'il y a plusieurs autres enjeux qui ne sont pas pour autant soutenus adéquatement et où il est vraiment maintenant intéressant de voir comment est-ce que nous pouvons apporter des améliorations. Je passe la parole à Cyril pour parler des recommandations qui ont été émises dans le rapport. Merci beaucoup. Eh ben, je remercie beaucoup Star à l'instant, mais aussi Caroline et Ezra pour cette principale présentation des données les plus importantes dans notre étude, notre rapport. Et aussi, vous l'avez très bien présenté avec vos propres mots. Ça m'a bien fait plaisir de vous entendre. C'est à mon tour de m'exprimer maintenant. Je suis le dernier sur ce panel. Et je voulais simplement revenir sur un certain nombre de conclusions, recommandations qui s'affichent déjà à l'écran devant vous, que nous avons tirées de cette étude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Egide et le GPP, Global Philanthropy Project, ont décidé de mener cette étude ensemble et de créer ce rapport, moi notamment, je n'avais pas du tout les chiffres en tête, mais je ne savais pas grand-chose encore dessus. Et quand les chiffres ont commencé à être amenés par le GPP et qu'on a commencé à analyser toute cette data, j'avoue qu'on a été assez abasourdis, le 1% qu'on a beaucoup répété. Même si on le savait, on avait conscience que nos communautés étaient parfois assez peu financées, mais on a quand même trouvé toutes ces données tout à fait édifiantes. Suite à ça, on a pas mal réfléchi avec nos équipes, on s'est rassemblés et on a décidé de proposer à la philanthropie internationale, entre guillemets, mais aussi aux activistes, une série de recommandations qui permettraient, selon nous, d'accroître les financements vers nos communautés et répondre à nos défis, à nos besoins. Je vais me proposer de vous les lire et de vous donner quelques petits exemples à chaque fois. Donc, une série de 8 recommandations que nous avons établies qui sont aussi dans le rapport. Vous pourrez les lire plus tard, à tête reposée. La première, c'est se mobiliser pour accroître et faire progresser les financements axés sur les communautés LGBTI francophones dans leur globalité. Les mots-clés, c'est vraiment accroître les financements globaux. On l'a vu, on a parlé de 1% encore et encore, c'est seulement 1% des financements qui vont vers la francophonie, disons. Et encore, on est encore sur 24 pays et territoires, comme on a dit au début. Sachez qu'il y a aussi 14 pays et territoires pour lesquels soit on n'avait aucune donnée de reported, ou alors on avait aucun financement déclaré. La deuxième concerne donner la priorité à l'appui technique et au renforcement des capacités. Les mots-clés appui technique et capacité encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que Egide a mené une étude l'an passé auprès de certains de ses membres, notamment dans le Sud global.
Et il s'est avéré que la moyenne d'âge que nous avons relevée pour nos organisations membres, car vous le savez, on l'a répété, Égide est une organisation umbrella, comme on dit, avec une plateforme avec plusieurs membres dedans. En tout cas, la moyenne d'âge pour le Sud global était de 3,8 ans, ce qui, vous l'imaginez, est très, très jeune. Donc, on a affaire à des organisations qui sont assez jeunes, qui sont en plein développement, qui sont en pleine création, qui peuvent être parfois instables et rencontrer des défis importants, et qui ont également des activistes à l'intérieur, des vraies personnes qui y travaillent, qui ont vraiment un gros besoin de renforcement de capacité. Ça peut être, par exemple, quand on parle d'argent, puisque là, on parle d'argent et de philanthropie, ça peut être sur la collecte de fonds, ce que je fais moi, par exemple, au sein d'Égide, la collecte de fonds privés ou publics. Ça peut être aussi sur comment finalement bien et repérer et bien répondre à des appels à projets internationaux. Ça peut être le rapportage de données aussi, qui est impliqué, qui est induit et qui est obligatoire de la part des grands bailleurs de fonds internationaux. Ça peut être aussi les études de qualité, les études d'impact, quand on parle beaucoup aujourd'hui, tout ce genre de choses. Une troisième recommandation est celle d'augmenter les montants des subventions accordées aux bénéficiaires dans les pays ou territoires francophones. On l'a vu rapidement, vous avez encore une fois tous les chiffres dans le rapport francophone, même le rapport global. Mais en 2020, sachez que le montant de subvention moyen pour une organisation non francophone était de 46 000 dollars américains, 46 000 non francophones, contre 22 000 dollars américains toujours pour des organisations francophones. Donc on est à moins de la moitié. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller chercher de l'argent, d'aller piller l'argent dédié à d'autres structures qui sont non francophones. C'est que le niveau moyen doit être drastiquement relevé. Une autre recommandation est celle d'assurer que le contenu des appels à projets et des dossiers soit accessible en français, en langue française. Pourquoi? Parce qu'on repère que dans beaucoup d'appels à projets, dossiers de subvention, etc., la plupart des informations, des guidelines, des lignes directrices, mais aussi des questions et des réponses à donner, des formulaires, des notes d'intention, tout ce que vous voulez, est bien trop souvent en langue anglaise. Et ça, c'est quelque chose que je vois moi aussi, de toute façon, au quotidien, au sein d'Égide. J'ai beau, comme vous l'avez entendu avec mon bel accent au début de webinaire, parler anglais. Ça me prend énormément de temps, même si j'y arrive, à traduire tous mes documents, à traduire les documents, les états financiers, les missions, les visions, les notes de cadrage, etc., etc. Donc, imaginez ça également pour des activistes qui sont déjà bien souvent polyglottes, mais pour qui la langue anglaise n'est pas une langue aisée. Et là, on appelle vraiment, et j'en appelle vraiment aussi aux grands bailleurs de fonds, au gouvernement, etc., pour que les documents soient traduits et pour qu'il y ait un personnel qui puisse faire du tri également et qui puisse se doter. Par exemple, on a organisé ce petit webinaire, une sorte un peu de la même chose, en mai dernier à Bruxelles avec Mamakash. Et là, Mamakash, on a appris avec plaisir qu'il y avait des personnes francophones qui avaient rejoint l'équipe récemment, afin notamment de se doter d'une équipe qui puisse être polyglotte et répondre aux besoins. Prochaine slide, s'il vous plaît. Encore 4 recommandations. La cinquième est celle d'accroître le leadership des subventionnaires francophones. Ça, c'est très simple, on l'a vu, 3 parmi les 20 principaux subventionnaires sont francophones. Pour ne pas les citer à nouveau, Union européenne, Fondation de France, Canada, Québec. Pour moi, ces subventionnaires-là, ainsi que les autres, ont un vrai rôle crucial à jouer, un rôle d'entraînement à avoir auprès d'autres subventionnaires potentiels. Il existe, on le sait aujourd'hui, de nombreux espaces où les subventionnaires et les financeurs se rassemblent, discutent, échangent, créent leur stratégie ensemble. Pour moi, la francophonie, le thème de la francophonie et la situation particulière de nos communautés doit être cité et doit être mentionné dans ces espaces. Notre sixième recommandation est celle de considérer les héritages coloniaux dans l'établissement des priorités de financement. Alors, on l'a vu, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont localisés dans des territoires avec un passé colonial, mais cependant, ce n'est pas forcément ces mêmes bailleurs qui vont pouvoir financer ou qui vont donner des financements et des subventions aux organisations qui sont dans ces territoires avec un passé colonial. Et pourtant, on le sait aussi, ce n'est plus un secret, il y a un gros héritage issu de cette période coloniale en termes de discrimination et de systèmes bureaucratiques. L'avant-dernière recommandation, la septième, est de mettre davantage l'accent sur les populations sous-financées. Là aussi, on l'a vu dans l'étude présentée juste avant, il y a 2 parties de la communauté qui sont encore aujourd'hui drastiquement sous-financées. Il s'agit des personnes trans et intersexes. Sur la dernière période, les personnes trans représentent 5% des financements, ce qui est même un recul comparé à avant, pour être honnête, moins 1%, et les personnes intersexes, 2%, 2% pour elles, ce qui reste relativement peu comparé aux autres populations. Et la toute dernière conclusion que je souhaitais citer, c'est celle de la transparence, entre guillemets, des financements. En effet, il est très important, je trouve, que le travail que nous faisons, que ISDAO fait, et surtout que le Global Philanthropy Project fait, d'aller voir les différents bailleurs, les différentes ONG intermédiaires, mais aussi les activistes et les organisations sur le terrain, afin de leur demander des chiffres, des stratégies, des thèmes. Moi, je trouve que l'outil qu'on vous présente là est formidable et qu'il est vraiment important que notamment les grands bailleurs puissent se permettre de présenter.
Je voulais aussi parler, il me reste peu de temps, mais je vais être assez succinct. Je voulais aussi donner quelques notes positives, en tout cas, sur ce rapport-là, puisque là, j'ai l'impression d'avoir, avec mes recommandations, dit pas mal de choses à améliorer, mais il y a aussi du bon. On l'a vu, on l'a cité, Caroline et Star notamment l'ont cité. Il y a eu tout de même plusieurs augmentations qui ont été citées dans les données qu'on a présentées dans le rapport, on les voit encore plus. Ça, pour moi, c'est vraiment, ça reflète vraiment l'émergence de nouveaux subventionnaires et l'augmentation du nombre de bailleurs de fonds qui axent leur travail sur des territoires francophones. Et sans mettre la fleur à Égide ou à Isdao, mais pour moi, c'est aussi le rôle et le travail qu'on a fait, nous, en tant qu'acteurs locaux et actrices locaux de terrain, de pouvoir, pardon, excusez-moi, tout notre travail de plaidoyer de mobilisation en réalité à l'international. Enfin, je voudrais aussi reciter les mots qui m'ont beaucoup plu de notre coprésidence Laurent Breu et Olivia Cholat en début de webinaire. Là, pour moi, la francophonie et les mouvements LGBTQI francophones sont jeunes, je l'ai dit auparavant, mais ils font avant tout preuve d'une grande résilience et d'une formidable capacité de dynamisme. J'aimerais vraiment soulever ça. Et enfin, c'est bien là la raison d'être d'Égide, ce qui a été dit également avant, de rassembler, de visibiliser nos défis, nos challenges et nos besoins francophones, ainsi que celle du GPP, qui est de promouvoir et d'attirer plus de financement vers le sud et l'est global. C'est ça que je voulais citer pour ma partie, pour cette partie-là. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, si vous êtes d'accord, ce serait qu'on passe à une petite séance de questions-réponses, puisqu'il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure. Tous et tout ensemble, vous avez découvert différents chiffres, les grandes données de notre rapport que vous pourrez lire chez vous à tête reposée encore une fois. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger entre nous aussi, entre panélistes. Donc pour ça, normalement, il y a mes chers collègues que vous ne voyez pas, mais qui sont derrière, Bruno et Mickaël de Égide, qui ont su récolter des questions et des interrogations au fur et à mesure. Donc je vais leur demander de nous partager s'il y en a eu, des questions ou des réactions de la part de vous, cher public. Merci Cyril. Donc, je vais faciliter et transmettre aussi les questions telles qu'on les a reçues. Donc, une première question pour nos panélistes. Merci pour ce webinaire et ce rapport très important. Pourriez-vous préciser les sources qui alimentent les données présentées par le rapport et la manière dont elles sont récoltées? Et plus spécifiquement, tenez-vous compte des financements octroyés par les gouvernements locaux ou seulement ceux des gouvernements nationaux? Et si oui, comment soumettre les informations de financement de la part des gouvernements locaux? Merci beaucoup pour cette belle question. Peut-être comme là, ça a trait plus à la constitution du rapport, j'aimerais peut-être laisser la parole à Ezra du GPP directement éventuellement. Je ne sais pas si Ezra a eu accès à la traduction de la question en anglais. Comme vous savez, on a un panel aussi bilingue. Ezra, est-ce que tu as besoin qu'on te traduise la question? Est-ce que tu souhaites répondre? Sorry, do you mean mind to read it? I don't have access to it. Okay, Si c'est pour lire la question, je n'y ai pas accès. right now. No, yeah, oh yes, I do hear the interpretation. Thank you. OK. Pourriez-vous repréciser les sources qui alimentent les données par le rapport et la manière dont elles sont récoltées? Spécifiquement, tenez-vous compte des financements octroyés par les gouvernements locaux ou seulement ceux des gouvernements nationaux? Et si oui, comment soumettre les informations de financement de la part des gouvernements locaux? Merci. Thank you. That cut out briefly, so I want to. I think I'm going to respond. I'm going to put my head. OK, je vais commencer, je vais me répéter. The source of the information in Alors, les sources des informations dans ce rapport, we collect grant data from nous avons collecté les données directement auprès de plusieurs bailleurs et on a utilisé un Caneva. Le projet de GPP a collecté les données donc, auprès de tous les bailleurs situés en dehors des États-Unis, aussi bien auprès des organisations multilatérales en dehors donc, des États-Unis. Il y a aussi eu donc, des organisations, des fondations basées aux États-Unis et qui ont donné des informations sur les subventions et les bailleurs qui se focalisent sur les États-Unis.
Cela nous a permis d'avoir cette image. Mais dans le rapport, nous avons exclu les États-Unis parce que c'est plus de la moitié des financements dans le monde et c'est beaucoup plus pour les financements à l'échelle des États-Unis. Et la plupart donc des bailleurs nous ont répondu directement et on a utilisé donc ces données-là pour les répartir selon les types d'informations que vous avez vues ici. Il y a aussi donc la base de données du Candidate Foundation Map et nous avons aussi tiré des informations sur des bases de données occasionnelles. Parce que, en fait, ça nous a pris une année, en fait, pour bâtir ce rapport, pour nous permettre, en fait, de regarder les données, de les analyser pour être en mesure de réellement donner le récit correctement. Et le projet, c'est un projet de... Alors, il y avait aussi une question sur si on a inclus les gouvernements internationaux et les données sur les gouvernements internationaux ou domestiques. Are interested in, oh, national government and local government. All right. Ideally, we would love to include that level. Alors, l'idéal serait qu'on puisse inclure les données sur les gouvernements locaux, mais ça va être un peu difficile parce que ça va requérir beaucoup de capacité dont nous ne disposons pas pour pouvoir avoir ces informations auprès des gouvernements locaux. Et je pense que peut-être dans le futur, au fil donc de l'extension de ce rapport, ce serait idéal parce qu'il y a beaucoup donc de gouvernements locaux qui en sont en train donc, de faire leur entrée dans ce travail. Mais pour moi, donc, c'est il sait qu'à l'échelle donc internationale, l'aide se passe au niveau national et c'est notre priorité de rapportage. Et par exemple, si le gouvernement des Pays-Bas décide de financer, si la commune d'Amsterdam décide, par exemple, de faire un financement, ça va certainement être focalisé sur un travail domestique, sur un travail international, c'est-à-dire à l'échelle de notre pays. Donc, la raison pour laquelle nous faisons cette distinction, c'est que les financements sont focalisés sur les subventions à l'échelle internationale parce que les fonds à l'échelle domestique sont beaucoup plus sur la base des programmes de ces gouvernements-là. C'est une longue réponse. Je vous remercie, mais j'espère que c'était utile. La prochaine question que nous avons, c'est une question concernant le fléchage des financements vers les espaces francophones. Donc, la question est comment les financements sont-ils fléchés, dirigés vers les espaces francophones? Est-ce que c'est un fléchage par les subventionnaires ou est-ce que ça dépend plutôt des demandes de subventions des organisations bénéficiaires? Alors, je ne sais pas si plusieurs personnes souhaitent répondre. Alors, je vois pas je vous vois pas les personnes, les panélistes. Donc, je sais pas si. Non, personne s'est désigné pour l'instant. Je veux peut-être essayer de répondre. Je ne sais pas si ça sera, Merci, Carole. bon, peut-être que d'autres personnes peuvent m'aider parce que nous venons récemment de soumettre nos données en tant qu'ISDAO et le fléchage se fait par les subventionnaires parce que les soumissions de données, c'est pas les subventionnaires. Et je reconnais que nous avons tous et toutes probablement des différentes manières de catégoriser et de faire ce fléchage. Donc, je ne sais pas si la même manière dont ISDAO le fait, c'est la même manière que EGID ou d'autres organisations, mais il y a certains canevas et des directives qui nous permettent d'essayer d'harmoniser les données. Mais je pense que ça dépend, c'est en fonction, ce sont les subventionnaires
qui fournit ces données. Donc, je donne l'exemple pour EaseDown. Nous avons effectivement identifié les pays parce que nous travaillons avec des organisations qui sont basées et travaillent dans des pays spécifiques. Donc, quand nous avons soumis les données, on avait les informations sur les organisations, les pays dans lesquels ils et elles travaillent. Et donc, ce n'est pas EaseDAO qui a décidé, OK, cette organisation, c'est ce pays ou ce pays, mais pour nous, peut-être, c'est un peu plus clair parce que nous travaillons avec des organisations qui travaillent dans des pays spécifiques. Donc, notre financement, par exemple, ne va pas à des réseaux peut-être qui travaillent, la plupart de nos financements ne va pas à des réseaux qui travaillent peut-être dans plusieurs pays, y compris des pays francophones et non francophones. Donc, je ne sais pas si peut-être d'autres ont d'expérience ou bien Elsa peut nous peut expliquer comment ça se passe, surtout quand les subventions sont octroyées pour des organisations qui travaillent dans plusieurs pays, y compris des pays qui sont francophones et non francophones. Merci Caroline. Peut-être que je peux ajouter pour l'expérience d'Égide à ce moment-là, puisque Égide est une organisation qui travaille uniquement avec les pays francophones et les organisations qui sont basées dans les pays francophones. Donc, quand nous lançons des programmes de financement, effectivement, ce sont des programmes de financement qui sont automatiquement fléchés vers des pays de l'espace, vers des pays de l'espace francophone, des organisations qui travaillent dans la francophonie mondiale. Donc, je dirais que probablement la réponse à cette question-là est oui, en fait, est un mélange des deux, et peut-être aussi par rapport aux recommandations qui ont été partagées par Cyril aussi. C'est toute la question aussi de la différence qu'il peut y avoir entre les organisations, les capacités des organisations dans les pays francophones versus les pays dans d'autres pays qui ont été peut-être historiquement mieux soutenus, notamment en termes de capacité d'aller chercher du financement. Donc, même si des programmes de financement sont ouverts à tous les pays et à tous les types d'organisations, on verra probablement qu'il y a plus de demandes ou plus de demandes éligibles ou plus de demandes entre gros guillemets de qualité qui viendront de pays anglophones que de pays francophones parce que les organisations de pays francophones sont plus jeunes, ont bénéficié moins de renforcement et de moins d'expérience en tout cas. Donc peut-être aussi organiquement et avec justement exactement le point du rapport, ça donne peut-être ce fléchage qui n'est pas ni voulu par les bénéficiaires, ni voulu par les bailleurs de fonds, mais qui en fait s'impose de lui-même. Et c'est exactement pour ça que le rapport existe. C'est pour vraiment mettre en lumière cet enjeu-là et essayer d'y remédier. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite continuer à répondre sur cette question-là. Sinon, il y a une autre question. La personne a noté que 1% des financements attribués à l'espace francophone, 1% des financements sont attribués à l'espace francophone. Comment cela se compare à la taille équivalente en nombre de pays ou en taille de population couverte? Alors, j'imagine peut-être que c'est une comparaison qu'on aimerait faire par rapport notamment au monde anglophone, par exemple. Est-ce que ce 1% représente quand même un gros montant par rapport à ce que recevrait le monde anglophone? Je ne sais pas si nos panélistes souhaitent réagir. Ezra? Thank you. Yeah, we do discuss this in the report. Nous avons discuté de cela dans le rapport et on est en train de montrer brièvement que c'est que la population francophone est comme c'est 6% en fait de la population mondiale. Donc 1% en fait du financement. Donc, si vous vérifiez dans le rapport, vous allez voir plus de détails. Donc, le milieu francophone, l'espace francophone représente 6% de la population et les financements représentent 1%. Donc, ça montre quand même une différence assez claire. Je voudrais compléter également, effectivement, comme Ezra le dit, c'est bien 6% qui est cité pour une population d'à peu près 520 millions de personnes. Après, on a aussi toute une partie dans le rapport que je vous invite à consulter sur quel territoire peut-on considérer comme francophone réellement ou pas. Donc, c'est toujours une appréciation à faire, évidemment.
Il y avait ça que je voulais dire et je voulais rebondir sur des questions que j'ai vues aussi sur le Q&A ou le chat, je ne sais plus, par rapport au chat par exemple. Il y a, on le sait, et ce rapport est incomplet, on le sait, de nombreux territoires qui sont absents de notre étude et cela est simplement dû par le fait qu'on n'a tout simplement pas les bonnes données, on n'a pas du tout de données, ou alors c'est simplement aussi malheureusement qu'il n'y a pas eu de subvention. Donc, ce qu'on vous présente, c'est pour une partie du territoire francophone pour lesquels nous avons des informations sûres et vérifiées. Et peut-être juste pour rebondir, quand tu dis absence de données, c'est que le rapport, comme l'a expliqué aussi Ezra plus tôt, c'est que c'est basé sur un rapportage volontaire de la part des bailleurs de fonds. Donc, il peut exister effectivement des subventions qui ont été données par des bailleurs de fonds, mais si le bailleur de fonds en question n'a pas rapporté ces données, ils ne sont bien sûr pas inclus dans le rapport. Donc, ça ne veut pas dire qu'une absence de données nécessairement veut dire une absence de financement, mais c'est vraiment sur la base du volontariat, donc on n'inventera pas les données en question. Merci beaucoup. Juste pour un petit rappel, le rapport en français, en anglais, les liens sont postés dans le chat, donc vous pouvez aller voir ça assez rapidement. Voilà, merci beaucoup. Une autre question. Comment expliquez-vous les différences de financement des groupes identitaires? Est-ce une orientation des subventionnaires? Pourquoi y a-t-il une baisse pour les identités trans? Ezra? Well, I wanted to also, there was also a question I saw that was about whether. Oui, il y avait aussi une question que j'avais vue. Si l'identité, c'est les bailleurs ou les partenaires subventionnés. Quand on parle de cette population, on parle des personnes qui reçoivent des financements. Alors, c'est les financements pour la communauté trans. C'est toujours un petit pourcentage à comparer donc, à la communauté particulière dans sa globalité ou des mouvements des droits humains, mais c'est en train d'accroître quand même sur la base du plaidoyer. Mais c'est quelque chose que nous savons de notre propre vie et on est en train de s'organiser. Et on sait, par exemple, que le financement pour les personnes intersexes est très faible. Donc, pour les financements de la communauté LGBTQ+, est petite et, et des financements orientés directement pour des groupes spécifiques, que ce soit lesbiennes, que ce soit des gays, des bi, des trans ou intersexes, groupes intersexes. Et ça aussi, bien sûr, par conséquent, c'est très faible. Donc, ici, en fait, c'est la grande image ici, donc c'est le focus du grand groupe LGBTQ+, comparé aux autres groupes de droits humains. Caroline, Star, vous souhaitez ajouter sur la réponse de Ezra? Non. Alors, peut-être une question que Ezra, tu pourras répondre. Qui est intéressante, mais peut-être que la réponse est on ne sait pas, puisque le rapport se base uniquement sur la déclaration des bailleurs de fonds. Est-ce que vous pensez qu'il y a un écart significatif entre ce qui est déclaré et les montants réels qui sont octroyés sur le terrain? Est-ce qu'il y a un moyen peut-être d'estimer ça? Est-ce que vous l'avez déjà estimé? Is there a way to estimate what's missing from the report? Is that sort of the question? Exactement. Well, yes. I will say there's no. Je dirais que il n'y a pas d'informations plus complètes. C'est qu'on ne sait pas, ben, on ne le sait pas. Mais il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas, y compris
par exemple, le fait que, par exemple, le fait que le gouvernement américain refuse donc de donner des informations sur cela et que le gouvernement français, par exemple, ait donné quelques informations juste pour maintenant parce que les données que nous avons ici n'incluent pas les informations du gouvernement français. Donc, nous espérons qu'avec le temps, on pourra quand même être en mesure de donner la grande image complète. Mais il y a aussi un certain nombre de bailleurs qui, qui ne parlent pas, qui ne donnent pas d'informations donc, sur leurs octrois de subventions au niveau pays, mais qui le font plutôt au niveau sous-régional ou régional, notamment à cause des préoccupations de sécurité et le fait que, par exemple, l'identification le fait de donner certains détails peut mettre à risque la sécurité donc, de ces pays ou de ces organisations qui reçoivent cela. Donc, ça fait que cela n'est pas pris en compte dans le rapport. Mais pour ces bailleurs-là, les responsabilités et les risques sont tellement élevés qu'ils préfèrent ne pas citer les pays qui reçoivent les financements. Donc, ils peuvent ne pas citer les noms des pays tels que dans les pays. Ils peuvent dire les pays du Sud-Sahara, mais ils ne vont pas donner les noms des pays. Voilà, en tout cas, c'est les informations les plus complètes que nous pouvons dire jusqu'à présent. Je voulais partager peut-être quelques réflexions. Je pense que ça répond à une des questions dans le chat. Mais je pense que c'est aussi important de l'expliquer. Ce rapport, il y a certaines limites, bien que ce rapport est très compréhensif, il y a certaines limites. Ce rapport ne fournit pas d'analyse. Donc, c'est un rapport des données uniquement sur le financement, les différentes tendances sur le financement. Maintenant, la question de est-ce que ceci reflète la réalité, comment est-ce qu'on comprend certains écarts ou certaines différences, je pense que maintenant, c'est à nous, la grande communauté, y compris les activistes, d'avoir un certain niveau d'engagement avec ce rapport pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce rapport pour avoir ces réflexions, mais aussi pour notre engagement de plaidoyer philanthropique avec les bailleurs concernant le financement. Mais je pense que c'est important de reconnaître que ce rapport ne prétend pas de donner d'octroyer de données d'analyse. C'est un rapport résumé des données. Donc ça, c'est important de souligner. Je pense aussi que c'est important de souligner que ce rapport représente une partie des informations. Et ça, c'est la partie de l'offre, le financement. Ça ne représente pas, ça ne reflète pas, ça n'intègre pas la question de la demande. De la demande, des besoins. Je pense qu'on ne peut pas utiliser ce rapport pour dire voici le besoin, voici la demande venant des pays ou des territoires francophones. Je pense que ce que ce rapport représente, c'est l'octroi de subventions, c'est le financement qui est octroyé. Donc maintenant, c'est aussi notre travail pour prendre ces informations avec d'autres rapports, d'autres informations pour voir le sens, pour faire l'analyse, pour voir aussi comment est-ce que, OK, on voit les informations sur les données, est-ce que ça reflète la réalité dans nos communautés et dans nos pays? Mais je veux reconnaître que c'est un rapport aussi compréhensif que possible, mais il y a aussi des limites. Merci Caroline. Et puis peut-être justement pour souligner aussi que en fait c'est vraiment une première cette analyse, cette perspective francophone que nous prenons des données du rapport sur les ressources mondiales. Et puis on espère en fait que ce sera pas la dernière non plus. Et puis peut-être pour rebondir alors sur ce que tu disais, puis ça ce sera une question pour vous toutes et tous. C'est comment est-ce que justement vous recommanderiez à nos participants et participantes aujourd'hui d'utiliser ce rapport? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en faire, justement, parce que tu mentionnes notamment la question de la demande, des besoins, des priorités, mais justement, alors concrètement, on a ce magnifique ensemble de données qui a été compilé pour la première fois. Donc, qu'est-ce que vous recommanderiez à nos participants et participantes aujourd'hui d'en faire? Alors, je ne sais pas qui veut Cyril?
C'est finalement la question est très bonne puisque c'est ce que j'ai fait au sein d'Égide, en tout cas je l'espère. C'est que j'ai commencé par analyser ça, le présenter au sein de l'équipe et aussi en parler, engager une conversation avec les membres administrateurs, administratrices de notre ONG, de notre association. L'idée, c'est de présenter les derniers chiffres, certes, et de voir aussi comment nos programmes peuvent répondre, comment nos programmes JASO répondent, s'insèrent, à quels chiffres on répond, à quels chiffres on correspond. Donc, pour moi, c'est avant tout engager une conversation en interne avec les parties prenantes, que ce soit administrateurs, trices, équipes salariées, activistes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Caroline a... J'ai des oui. réflexions, mais je sais que Star a des réflexions sur Parce cette que je ne question. vois pas Je sais pas Star, alors. si Star est connecté. Star, es-tu encore avec nous? Toujours en train de faire une séance de spiritisme. Star, es-tu là? Ah, Star n'est plus là, malheureusement. Peut-être Caroline, est-ce que tu souhaites y aller alors? Oui, non, absolument. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Cyril vient de dire. Je pense, la première étape, c'est de le lire, l'analyser, le partager au sein de nos groupes, au sein de nos communautés, au sein de nos réseaux. Je pense aussi pour avoir des réflexions, est-ce que les informations qui sont dans ce rapport reflètent ce que nous voyons sur le terrain? Et je pense que ça peut déjà servir de base de discussion et un engagement surtout pour les activistes, avec les bailleurs de fonds. Je pense que ça peut aussi être un outil de redevabilité envers les bailleurs, de demander la redevabilité de la part des bailleurs de fonds, des donateurs qui sont présents dans le document, qui sont reflétés dans le document pour vraiment avoir des informations que vous avez indiqué que vous avez fait cet engagement dans certains pays ou bien dans certaines régions. Où est-ce qu'on en est? Et comment est-ce que les donateurs peuvent aussi accroître le financement? Je pense que les recommandations sont très claires sur aussi l'importance d'aborder les questions des barrières que les organisations et les groupes et organisations dans les pays et territoires francophones font face pour le financement. Donc, pour moi, c'est un outil je pense que c'est un outil de réflexion, mais aussi je pense que c'est un outil très important de redevabilité, mais c'est aussi un outil important de plaidoyer avec les acteurs philanthropiques, avec les donateurs dans nos réseaux. Ça permet de mettre en évidence les lacunes. Et je pense que souvent dans notre plaidoyer, on nous demande, OK, où sont les données? Et avoir ce document qui fournit les données, qui met en évidence les lacunes, je pense que c'est un outil très important pour nos communautés et les activistes. Donc, peut-être c'est ce que j'ajouterais. Mais aussi, peut-être, je pense que ça serait important de ne pas voir ce rapport en isolation. Il y a eu d'autres rapports, d'autres recherches qui parlent des questions de financement ou de manque de financement, des défis de financement. Je pense par exemple, Queen, l'année passée, Queer African Youth Network a produit une recherche sur l'état de financement pour les organisations LGBTQ et trans en Afrique de l'Ouest francophone et au Cameroun, que je pense est un outil très important. Ça reflète la perspective de l'expérience vécue des organisations. ISDAO a produit une recherche récemment, une cartographie du mouvement. Ça reflète aussi les questions du contexte actuel pour le mouvement, les priorités, les questions de financement. Je sais qu'il y a d'autres ressources qui existent. Donc, je dirais que c'est un outil important, mais il y a aussi d'autres outils qui sont utiles et qui peuvent nous appuyer dans notre travail de plaidoyer avec les bailleurs.
Merci beaucoup, Caroline. Dans les quelques minutes qui restent avant que je te repasse la parole, Cyril, peut-être je voudrais laisser un petit mot à Ezra pour peut-être nous parler des prochaines étapes, peut-être pour le prochain rapport sur le ressources mondial et peut-être un petit mot aussi aux partenaires financiers et bailleurs de fonds qui sont présents et présentes aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les motiver à rapporter sur les données? Ah, je vois que Star aussi est là. Um, I'm happy to jump in and hopefully even have a few minutes for Star. Ok, j'aimerais bien commencer, puis après, ça pourra prendre quelques minutes. Alors, je, je suis très heureux du partenariat entre Egide et GPP qui a permis en fait de faire qu'il faut les efforts qu'ils font pour amener les ressources vers les pays francophones. Et j'espère que le GPP et JIT et nous tous ici et nous tous ici dans cet appel allons utiliser cela pour en fait faire un argument pour que les financements vers les pays francophones sont accrus étant donné donc la faiblesse des montants actuels. Et il y a en fait même quand on parle des pays, quand on parle des pays, des financements quand même qui touchent les pays francophones, on continue de se poser des questions sur combien gagnent les pays afro-francophones. Donc, on peut utiliser ceci pour dire, ben, écoutez, augmenter, augmenter. Et aussi, en tant que bailleur, ce qu'on peut continuer à faire, juste un peu plus d'argent, mais il faut que l'argent là soit là pour soutenir les besoins des communautés et que ça réponde à ces besoins-là. Et une solution à plus long terme, en fait, à la question de quelqu'un ici, et il y a ce projet appelé LGBTI Pathway lancé par GPP et le réseau ILGA, ouais, qui veut mettre en place une communauté régionale, une identification des besoins en fait, des organisations LGBTQ à l'échelle régionale et pour fournir des rapports globaux et régionaux. Et cela va permettre de faire la comparaison sur les besoins des organisations par rapport aux besoins de subvention. Donc, c'est bien sûr un projet pour le futur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait immédiatement, mais c'est bon de savoir que c'est un travail qui est en train de commencer. Et donc, j'ai hâte de travailler avec vous toutes et vous tous ici présents pour qu'on s'assure que le milieu, donc la communauté, donc recevra plus de financement. Je vous retourne la parole et merci d'avoir facilité et coordonné cette session. Une minute avant qu'on passe au mot de la fin. OK. Est-ce que Star est de nouveau parti? Oui, je suis ici. Alors, j'ai pas seulement, j'ai pas eu à faire face à la barrière d'accessibilité digitale. Et merci beaucoup d'avoir été très patient. Je pense que maintenant, il est clair que les réclamations du mouvement francophone que nous recevions peu de ressources, comme 1%, mais en même temps, comme l'a si bien souligné les Égypte, c'est 1% de ressources qui vont à un mouvement. Et on ne peut que s'imaginer ce que pourrait faire ce mouvement lorsque nous aurons beaucoup plus de ressources pour faire face aux problèmes qui sont dans nos situations, mais en même temps avancer l'égalité et l'inclusion. Je suis très content d'avoir été avec vous et aussi encourage beaucoup la société civile LGBTQI à continuer à demander pour plus de ressources, à engager aussi, utilisé par le GPP, et de ressources
que ce soit avec les gouvernements au niveau local, que ce soit d'action privée. Merci beaucoup. Et merci à Égide d'avoir organisé l'espace et ressources. Merci beaucoup, Star. Merci à nos panélistes. Et maintenant, je cède la parole à mon collègue Cyril pour le mot de la fin. Merci. Eh bien, vu qu'il est 31, je vais aller très très vite. L'idée, c'était simplement de remercier tous nos panélistes, Ezra, Caroline, Star et Michael finalement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est qu'on est tous issus de structures et d'organisations différentes, qu'on soit subventionnaires, ONG intermédiaires, activistes, militants, etc. Mais ce qui nous permet aussi d'avoir une vraie variété d'approches et de compréhension dans notre analyse et notre rapport francophone. Je voulais aussi remercier notre soutien technique en backup derrière et également les équipes de traduction et de sous-titrage aujourd'hui. Enfin, un grand merci à nouveau au GPP pour notre beau partenariat qu'on a maintenant depuis 2 ans et que j'espère durera, et au gouvernement du Québec pour leur soutien constant. Pour finir, je vous invite vraiment à retélécharger, télécharger, re-retélécharger le rapport et les rapports qu'on a en commun, et surtout à les partager dans vos réseaux et à les faire vivre ensemble. Merci à vous pour nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt. Nous restons ouverts par email pour toute question ou commentaires sur les documents. Merci.